Albert Camus, c'est un auteur qui a passé sa vie à scoltiner une question absolument immense. Si l'existence n'a pas de sens donné à l'avance, comment est-ce qu'on trouve une raison de se lever le matin? Et loin d'être juste une idée abstraite, sa réponse est en fait un véritable guide pour l'action. Voilà, c'est la grande question. Face au silence de l'univers, qu'est-ce qu'on fait? Quel chemin prendre? Camus nous invite à regarder ce vide droit dans les yeux. Et sa réponse, franchement, elle est aussi surprenante que puissante. Bon, allez, on plonge. Pour bien piger la solution que Camus propose, il faut d'abord bien saisir le problème. Et pour lui, tout part de ce qu'il appelle l'absurde. Alors, ce qui est vraiment crucial ici, c'est que l'absurde, ce n'est pas le monde en lui-même, ni l'être humain tout seul. C'est la confrontation, le choc entre notre désir fou de clarté, de raison, et un monde qui reste complètement muet, qui ne nous donne aucune justification. C'est une sorte de divorce en fait. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Cet appel humain, c'est notre besoin de comprendre, de trouver un pourquoi. Et le silence déraisonnable, eh bien, c'est l'univers qui ne répond pas. L'absurde, c'est cette tension permanente entre les deux. Ok, donc le constat est un peu rude. Ça pourrait paralyser. Mais alors on fait quoi? On baisse les bras? C'est là que Camus devient passionnant. Il introduit sa deuxième idée maîtresse, la révolte. C'est sa réponse, son pied de nez à la condition absurde. C'est un point clé. La révolte, ce n'est pas un simple non pour tout détruire. Dire non à une condition qu'on juge inacceptable, comme l'injustice, c'est en même temps affirmer qu'il existe une limite, une valeur qui mérite d'être protégée. Ce non est en réalité un immense oui à notre humanité. Camus écarte ce qu'il considère comme des fuites. D'abord, le suicide physique, qui pour lui est une soumission, c'est dire que l'absurde a gagné. Ensuite, ce qu'il nomme le suicide philosophique, se réfugier dans la religion ou dans des idéologies toutes faites, en sacrifiant sa lucidité pour un sens prêt-à-porter. Camus dit non à ces échappatoires. Il propose de rester lucide, d'exercer sa liberté et par-dessus tout, de se révolter. Cette idée est tellement centrale. La révolte, ce n'est pas une conclusion logique et froide. C'est une réaction physique, une force vitale qui explose face à un spectacle qu'on ne peut pas tolérer. C'est le corps, les tripes qui crient « non » avant même que la tête ait eu le temps de formuler la pensée. La mécanique de la révolte, telle que Camus l'a décrit, est fascinante. Tout part d'une expérience personnelle, d'une injustice que l'on subit. Mais en disant non pour soi-même, on affirme sans le savoir une valeur qui nous dépasse. On déclare que cette injustice est inacceptable pour n'importe qui. Et c'est comme ça qu'une révolte personnelle porte déjà en elle la graine d'une solidarité universelle. Et nous voilà au cœur de son essai, l'homme révolté. Cette phrase est une réponse directe au « je pense donc je suis » de Descartes. Pour Camus, notre existence ne se prouve pas dans la solitude de la pensée, mais dans l'acte de révolte qui nous relie aux autres. C'est en se dressant contre l'injustice qu'on découvre et qu'on crée une communauté humaine, une morale qui ne vient pas d'en haut, mais de cette solidarité partagée. D'accord, la philosophie, c'est une chose. Mais comment ça se traduit dans la vie? Pour nous le montrer, Camus nous a laissé un exemple inoubliable dans un de ses romans. Dans L'étranger, on quitte l'essai pour entrer dans une histoire. Le personnage de Meursault, c'est l'incarnation vivante de l'homme face à l'absurdité. Non pas celle de l'univers, mais celle bien réelle de la société. C'est le grand retournement du livre. Meursault a commis un meurtre, oui, mais au fil de son procès, on s'aperçoit que son crime devient presque secondaire. Ce que la société lui reproche vraiment, c'est d'être différent, d'être un étranger à ses codes, à ses comédies. Le procès se transforme en farce tragique. Meursault est un simple spectateur de ce qui se joue. Les beaux discours des avocats sonnent creux, complètement déconnectés des faits. Et finalement, tout se cristallise sur un seul point, son vrai crime. Il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Il est condamné non pour avoir tué un homme, mais pour avoir refusé de jouer la comédie du chagrin. Cette phrase de Meursault illustre parfaitement son aliénation. Il est l'objet d'un spectacle dont il est le principal concerné, mais il n'en est plus l'acteur. La justice, qui devrait être le lieu de la vérité, devient le théâtre de l'absurde social. Le destin de Meursault n'est donc pas juste une histoire, c'est la mise en pratique de la philosophie de la révolte. Voyons comment tout ça s'assemble. La révolte de Meursault ne fait pas de bruit. C'est un non passif, silencieux. Il refuse de dire ce que la société attend de lui. Il refuse de faire semblant d'éprouver des sentiments pour plaire au juge. Sa révolte, c'est un engagement total envers sa propre vérité, même si elle est dérangeante. Et c'est là qu'est toute la tragédie. En restant fidèle à lui-même, en refusant le mensonge, il signe son propre arrêt de mort. La société ne peut pas tolérer celui qui révèle son artificialité. En le condamnant, elle cherche à éliminer le miroir gênant qui lui tend. Mais si la révolte est si importante, où s'arrête-t-elle? C'est ici que Camus affronte le problème le plus sombre de sa philosophie. Il a vu de ses propres yeux comment ce mouvement, au départ si pur, peut être récupéré. Comment des idéologies meurtrières comme le nazisme ou le stalinisme se sont habillées des vêtements de la rébellion pour justifier le crime à grande échelle. Cette citation de Camus capture ce dilemme tragique.
Notre grandeur, c'est ce refus, cette révolte. Mais ce même refus peut-il exister sans nous conduire au meurtre et à l'autodestruction? Peut-on transformer le monde sans y mettre le feu? C'est une question qui a hanté Camus jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est la question qu'il nous laisse en héritage. Si on ne peut pas compter sur Dieu ou sur des idéologies pour définir le bien et le mal, comment fixer des limites à notre propre révolte? Comment s'assurer que notre non à l'injustice ne devient pas un oui au crime? Une interrogation qui, aujourd'hui encore, reste d'une actualité brûlante.